suis Christophe Biondini, vice-président de Formatique Santé. Formatique Santé, c'est une association qui a pour but la promotion des technologies d'information et de communication. Donc depuis maintenant 5 ans, nous avons la chance de pouvoir animer des ateliers aux journées ISIS à cette période de l'année. Donc on est ravis parce qu'on a commencé, nous avions très peu de personnes et au fur et à mesure des années, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de monde. Donc ça nous ravit. Donc je tiens tout d'abord aussi à remercier ISIS et son directeur Bernard Rigaud qui chaque année fait tout ce qu'il faut pour pouvoir nous accueillir dans de très bonnes et vous accueillir dans de très bonnes conditions. Donc, en espérant que ça puisse continuer longtemps comme ça. Cet atelier va mettre en avant les réseaux sociaux. Donc, on va parler des fondateurs de Passion Sport. Pour ceux qui veulent connaître un peu plus sur mon parcours, allez sur LinkedIn, Denis Granger, ou sur Scoopit ou Twitter. Je vais vous faire une photographie rapide de la startup Passion Sport, qui est une des 10 startups innovantes qui a été classée parmi les plus intéressantes par le magazine Challenge et un certain nombre de nos partenaires. Aujourd'hui, nous travaillons sur la data. Nous travaillons sur la data autour et en direction, nous sommes passion-centric, comme on dit, du patient. Avec 3 univers sur lesquels trois promesses pour nos clients, qui est le I know, donc comment je vais mieux connaître ou aider nos clients à mieux connaître le patient et ses habitudes, ses besoins, son environnement aussi. Et le I reach, comment je vais toucher le patient dans son lieu de vie. Donc, et enfin, le I care, comment je vais accompagner le patient pour qu'il se sente mieux, pour qu'il aille mieux, pour qu'il ait une meilleure expérience, etc., etc. Une petite particularité, vous avez compris, on est sur le web. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes nos solutions sont entièrement dématérialisées. Donc on est une boîte à outils pour les acteurs de santé, donc les professionnels de santé, l'industrie, les providers de services, mais aussi les chercheurs. Nous ne sommes pas nous-mêmes, on n'est pas des éditeurs de contenu. Donc c'est une particularité importante. Ensuite, en matière de chiffres, on a été créé en 2012. Et aujourd'hui, on est assez content parce que après simplement 2 exercices commerciaux et on va dire 3 ans d'existence, nous avons réussi à avoir un panel assez important de 6 millions de personnes, France en grande majorité, mais Europe et étrangers. Nous avons plus de 650 000 professionnels de santé référencés dans nos fichiers, plus de 1656 groupes et nous abordons 1340 thématiques santé. Et aujourd'hui, je dois remettre à jour mes chiffres, mais on est à plus d'1,2 million d'interactions régulières avec les patients. Et puis plus de 30 000 euros, on doit être à 55 000, participation à des enquêtes, études en tout genre. Passion Sport, c'est un gros réseau, énormément de collaborations, notamment avec, comme vous voyez, énormément de centres de recherche, mais aussi des hôpitaux, et puis une labellisation par le ministère de la Recherche. Pour nous, c'était important. En France, mais aussi des collaborations avec l'Europe et d'autres universités, même au Canada, en Afrique, mais aussi en Amérique du Sud. Des clients divers et variés qui vont de l'industrie pharmaceutique, bien sûr, c'est nos premiers clients, mais les premiers à avoir signé, c'est d'abord les hôpitaux. On a collaboré énormément et on collabore encore avec les hôpitaux, certains PUPH très connectés, ont créé des études chez nous, sont venus chercher, nous demander de structurer les bases de données, ou on crée des réseaux sociaux spécifiques et qui nous permettent d'évaluer la qualité du soin en collaboration avec les centres. Nous sommes jeune entreprise innovante et aujourd'hui nous sommes situés à Paris, même si nous travaillons dans le monde entier. Pour le corpo, ce qui est important pour nous, c'est notamment... Hop là. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude du PC, je m'y fasse. C'est notamment tout le volet intégrité et excellence. Nous avons apporté une rigueur sur les données et leur manipulation et leur stockage chez nous qui est très important. Aucune des données récoltées ne peut être vendue et nous demandons à chaque fois le consentement éclairé du patient lorsqu'il va participer à un projet ou à une étude chez nous. Nous sommes signataires de plusieurs chartes, notamment la charte de bonne pratique en matière d'études des opinions et de comportements dans le domaine de la santé. Alors,
Nos offres aujourd'hui, pour parler clairement, nous avons sur les 3 univers, I Know, I Reach, I Care, nous avons sorti des offres assez originales. L'une qui est la plus, on va dire, demandée en ce moment, c'est un peu, comme dirait ma mère, le petit pain au chocolat de l'entreprise, c'est la Listening Box. En gros, nous avons créé 1340 thématiques santé, comme je dis, donc il y a derrière 1340 communautés. 1340 communautés que l'on peut écouter, échanger, collaborer. Donc nos clients viennent chez nous plugger une listing box, c'est-à-dire concrètement, imaginez, vous êtes un laboratoire, vous êtes un chercheur, vous êtes une biotech, vous souhaitez savoir ce qui se dit sur, par exemple, le cancer du col de l'utérus, parce que vous avez un service, vous avez une molécule, vous avez un besoin de connaître ce que les patients échangent. Donc on va vous ressortir un certain nombre de verbatim et d'informations qu'on va classer et analyser dans ce type de produit. C'est très simple, les groupes de discussion existent, ils parlent tous les jours, ils sont très actifs, ils ont besoin, et nous collectons les insights de façon anonyme, et ensuite on les formate soit sous forme d'infographie, donc pour un large public, soit sous forme de newsletter, donc classifié, ou soit sous forme de rapport. Le deuxième type d'offre qui fonctionne très bien chez nous, ce sont les offres sur tout ce qui est Patients Ops. Donc on crée des observatoires spécifiques sur l'univers du patient. Votre exemple, l'arthrose, les douleurs chroniques, vous êtes spécifié, vous avez besoin d'informations dessus, nous allons créer une communauté qu'on va faire monter ensemble, on va décider du nombre de personnes, on peut aller des milliers de patients, voire même des dizaines de milliers de patients, sur une thématique santé. Par exemple, douleur chronique, aujourd'hui, notre client nous avait demandé d'observer 4000 patients. En 2 mois et demi, on a recruté les 4000 patients, et aujourd'hui, on est à plus de 8000 patients sur cette communauté. Donc c'est un observatoire qui s'est mis en place derrière cette thématique, ce qui nous permet de voir à peu près et de lancer des thématiques importantes. Et là, l'univers qu'on avait observé, c'était le rapport avec le professionnel de santé, notamment quelles difficultés le patient avait pour exprimer sa douleur, ou les typologies de douleur au professionnel, quelle compréhension, d'après le patient, le professionnel de santé a de cette thématique, quel type d'outils, quel type de verbatim pourrait se mettre en place, etc. etc. Donc ces observatoires sont vraiment pratiques, et ils sont aussi assez bien perçus, aussi bien par les patients, les associations qui participent souvent à ces observatoires. Hein, la plupart du temps, on a, enfin même on va dire à 100% du temps pour l'instant, 1, 2 ou plusieurs associations qui sont présentes dans ces observatoires. Ils durent généralement minimum 1 an, ils peuvent aller jusqu'à 3 ans. Le contrat qu'on a le plus long pour l'instant, c'est 3 ans. Ensuite, dans notre univers, nous avons toujours dans le I Know, et c'est la 3e typologie qui est la plus demandée chez nous, le MRI, donc le Multi-Channel Research Intelligence. En gros, c'est une veille du web. Alors, c'est une veille du web un peu particulière, parce que nous, ce qu'on ne peut pas faire, c'est on n'aspire pas le web. Par contre, on va scanner l'ensemble du web sur des thématiques de santé. Notre but est de mapper les key influencers, donc si j'emploie un peu trop d'anglicisme, veuillez m'excuser, mais c'est un peu un défaut du métier. Donc les key influencers, les stakeholders et tous les acteurs, ou même les patients qui vont communiquer sur la thématique. Alors c'est très utile. C'est très utile, mettez-vous par exemple, alors on a un client, c'est l'Afrique. On travaille avec l'OMS actuellement sur une thématique que vous avez entendu parler beaucoup, mais on a accusé l'OMS justement de ne pas avoir mis en place des solutions efficaces. Ebola. Donc imaginez le contrat qu'on a avec un certain nombre de pays d'Afrique et avec l'OMS, c'est de scanner l'ensemble des pays africains pour entendre les buzz dès qu'il y a un patient, un professionnel de santé, une institution, une association qui commence à publier, commence à parler, à tweeter, à poster sur LinkedIn ou n'importe quel réseau ou apparent, pas protégé bien sûr. Nous serons informés qu'il y a un buzz qui commence à naître dans tel pays, à tel endroit, dans tel village. Donc ça pour nous, pour notre client, c'est stratégique. Parce que ça, l'année dernière, on l'a dit, on lui a même critiqué, c'est que ces buzz existaient sur le web, mais personne n'a tenu compte. On fait la même chose dans le diabète. Aujourd'hui, on a des contrats, on a près d'1,5 million de contrats
en cours de signature sur l'Afrique. C'est le pays qui prend le plus en compte cette solution, parce que c'est une solution qui permet de mettre en place des solutions de santé publique, de veille de santé publique, économes, parce que l'Ebola diabète, c'est à peu près 100 000 €, donc c'est rien du tout, et qui peuvent être gérés directement par le ministère de la Santé. Ensuite, nous avons, je vous en ferai un peu l'économie, mais des univers que vous voyez là, tout ce qui est, on va dire, quanti-quali, lié aux patients ou aux professionnels de santé. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a commencé, mis en place énormément d'études qualitatives et des études de qualité de vie des patients. Et la deuxième typologie, c'est les études d'observance en relation avec le médecin. Une grosse étude qu'on a en cours actuellement au Mexique, mais aussi en France, en Belgique. Donc c'est un laboratoire qui est, je ne le citerai pas, mais c'est le sponsor de la manifestation, nous a choisi pour pouvoir mettre en place une étude dans une thématique spécifique, la dermato, sur des typologies de patients en incluant le professionnel de santé. Donc aujourd'hui, on inclut le professionnel de santé inclut les patients, et tout se fait online en cloud sur notre web app. Donc, et ils vont pouvoir de leur côté inclure leurs données. Et nous allons traiter cette donnée, la livrer à notre client une fois analysée. Donc l'avantage, c'est qu'on industrialise, on va formater une étude multilingue, et après, il n'a plus qu'à la mettre en place dans tous les pays dans lesquels il veut la mettre en place. C'est très simple et super efficace, et c'est un coût vraiment dérisoire. Autre service, le RH. Donc là, on est un expert du multicanal. Le gros avantage, c'est que demain, une mutuelle, alors je dis une mutuelle parce qu'aujourd'hui c'est les gros clients, c'est ceux qui viennent en Covea, notamment en tête de liste, mais on en a plein d'autres, viennent nous voir parce que demain vous voulez qu'on vous fasse venir 2500 patients sur un formulaire d'inscription ou sur un devis ou même un acte d'achat, c'est notre métier. On va vous les faire venir. Je dis des patients, mais ça peut être des responsables d'associations, ça peut être des professionnels de santé, ça peut être tous les types de publics liés à la santé. Notre métier, c'est les flux, la data, vous l'avez compris, mais aussi les flux, gérer ces fameux flux de données dans la santé. Donc, travailler sur la big data, chercher les lieux de vie de nos différents publics, aller chercher ce public-là, le trier, entre guillemets, et lui permettre d'arriver sur des solutions que nos clients nous demandent de mettre en place, qui peuvent aller sur des solutions très 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 basiques comme du display, mais aussi des solutions beaucoup plus intéressantes comme des stratégies de marketing 2.0 ou du sponsorisation, ou alors même, et là c'est souvent ce qu'on nous demande actuellement, de ce qu'on appelle du disease awareness. En gros, on crée du contenu santé qui va permettre d'éduquer, d'accompagner, une fois qu'on a identifié des manques, des patients sur la plateforme avec un côté interactif, avec du collaboratif. Dernière offre, c'est le eye care. Alors sur le eye care aujourd'hui, on a mis ça en place pour l'instant qu'avec des hôpitaux. Mais elle pourrait très bien toucher des mutuelles, mais aussi des entreprises. L'idée, c'est de pouvoir permettre à des patients de rejoindre une cohorte et de pouvoir s'auto-évaluer régulièrement sur des problématiques santé grâce à des web apps ou des objets connectés. Donc c'est très très simple. Et les solutions qu'on a mises en place aujourd'hui étaient liées à une étude clinique. Donc ça a permis de mettre en place, d'ailleurs si vous voulez voir un peu le résultat, on l'a fait avec le professeur Olivier Baucher, et il y a eu des publications très intéressantes dans PLOS ONE, et deux de ces opérations sont aujourd'hui grâce à une application qu'il a développée, qu'il a inventée et que nous avons développée. Nous avons scanné un certain nombre de personnes âgées, ça s'appelle Senior Test, allez voir sur l'application passionsport.com, et vous verrez, Senior Test sert aujourd'hui sur 5-6 études cliniques en Afrique, au Canada et en Amérique du Sud. Donc c'est ce qui est intéressant d'avoir pré-testé chez nous. Voilà, en quelques mots, juste pour vous donner à peu près une idée, au niveau corporate, PassionsWorld, aujourd'hui, c'est une dizaine de personnes, avec des relais un peu partout maintenant dans le monde. On essaie d'en avoir, on est en train de monter au Canada, mais on en a beaucoup en Amérique du Sud. On en a beaucoup en Afrique, quelques-uns en Europe, 17 centres avec qui on est en collaboration, des projets collaboratifs.
ELS 2.0, H2020 notamment, on a 4 projets collaboratifs, mais pas que, on travaille beaucoup sur des projets de recherche à ANR. D'ailleurs, s'il y a des chercheurs dans la salle, sachez que nos portes sont toujours ouvertes sur des projets collaboratifs ou de recherche. Et la plupart du temps, on reçoit aussi beaucoup d'étudiants, soit pour leur thèse, soit même en doctorant, s'ils sont intéressés par tout ce qui est marketing santé, ou data, ou même de façon générale lié aux patients. Voilà. Alors j'ai été rapide, je vous propose d'aller voir toutes ces informations, vous pouvez les voir dans le détail sur patientsworld.com/info, ou alors sur le volet grand public, un de nos outils qui a beaucoup de succès parce qu'elle a 1 million de visiteurs par mois, visiteurs uniques, c'est entrepatients.net ou patientsworld.com à l'étranger. Donc c'est une des réceptacles, des boîtes à data qu'on a créées, qui marche très très bien, dont tout quasiment est gratuit et accessible pour le grand public. Voilà. Je suis à votre disposition pour toutes les questions si vous en avez. Des questions dans la salle? Oui, madame. Merci pour ce topo brillant et intéressant. Ma première question va avoir un objectif réglementaire. Vous êtes en interface avec des patients qui échangent des données de santé à caractère personnel dans des observatoires. Comment gérez-vous ces informations-là? Soumettez-vous vos observatoires au CCTIRS et à la CNIL? Est-ce que c'est du déclaratif avec consentement patient? Comment anonymisez-vous toutes ces informations pour effectivement permettre une remontée fructueuse et valable aussi de l'information? Alors, la réponse est multiple, vous en doutez, parce qu'on a créé beaucoup d'outils et en fonction on va dire, la profondeur scientifique, la réponse va varier. Alors oui, première question, vous me disiez, est-ce que vous avez soumis les parcours d'inscription et le parcours patient sur nos... C'est obligatoire, on ne peut pas lancer... Enfin, ça fait 15 ans que je travaille dans le médical et on ne peut pas lancer une application ou un outil aussi complexe que PatientSports sans collaborer avec la CNIL ou même la ZIP sur ces domaines-là. Donc oui, tous nos parcours, excusez-moi, tous nos parcours ont été soumis et validés. On a des labels de validation de la CNIL. Après, on a été reçu par la ZIP pour aussi nous donner des conseils sur c'était très important, mais pas que, même au niveau européen et même avec les Américains. On est allé sur les 3 continents, je crois. On a vu les plus grosses. Enfin, on a essayé de faire une synthèse qui permettait de pouvoir fonctionner un peu partout dans le monde. Donc aujourd'hui, vous avez un peu répondu dans votre question au process qu'on a choisi. C'est-à-dire que pour les études cliniques, c'est très simple. Donc il y a un protocole qui va être déposé par le donneur d'ordre et il y a un comité d'éthique qui se met en place. Et la data n'est jamais hébergée chez nous au sens scientifique du terme. Elle est hébergée, la data personnelle médicale est hébergée chez le donneur d'ordre. Ça, c'est ce qu'on a mis en place déjà et ça a été validé, c'est déposé, c'est un parcours bien... On est prestataire, si vous voulez, c'est très simple. Pour on va dire, les produits que je vous ai présentés, la plupart des produits, on va dire 80% de nos produits, la data est stockée chez nous. Elle appartient, on a une interdiction, c'est dans nos règles de compliance que je vous incite à avoir. On a une interdiction de vendre cette data au sens individuel du terme. Les adresses e-mail ne sont pas cessibles, on ne les pollue quasiment pas avec des publicités. D'ailleurs, la publicité va être supprimée de notre site, on l'avait testé pour voir si ça rassurait ou pas. Là, on la supprime cet été. Donc, la data est anonymisée, c'est-à-dire que le parcours d'inscription, quand vous allez vous inscrire, vous verrez, on vous incite de prendre un pseudo, de ne pas parler de données personnelles, de ne pas afficher de numéro de téléphone, etc. etc. Malgré ça, on ne peut pas interdire, ce n'est pas le principe du site, sinon ça ne marcherait pas, il n'y aurait personne sur la plateforme. Donc si la personne le fait, par contre on doit obtenir son libre consentement lorsqu'il participe à des programmes ou à des études. Et ça, c'est vrai qu'on ne peut pas implémenter. La seule exception à ce que je viens de dire, c'est la big data. En gros, effectivement, je ne suis pas de choix. Quand je scanne mes process, c'est-à-dire mes discussions, donc c'est le produit numéro... J'ai oublié, ça y est. Listening box, voilà. Dans les listening box, on va faire... Là, mais c'est fait à la main. Enfin, il y a une partie automatisée, bien sûr, par rapport au wording. Mais l'analyse se fait à la main et on ne peut pas...
on n'utilisera jamais de données personnelles ou qui peuvent identifier la personne, par exemple géolocaliser, ou etc. Donc la seule exception, c'est la big data. On va anonymiser à fond et on va faire des crowbars, enfin, oui, des camemberts, etc. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, c'est donc très compliqué. Vous avez vu, on a un éventail de produits, et encore, j'ai pas tout mis. Dans l'Asset Management, on a des offres hôpital, des offres chutes, notamment pour les EHPAD, etc. On travaille sur beaucoup de produits. On n'a pas un parcours identique. Vous savez ce que c'est, la santé, le médical, et notamment dès qu'on touche à la data, il y a des process de protection différents. Donc oui, à chaque fois, on doit être expert, on doit faire attention. On joue avec la data des gens, donc on doit à chaque fois respecter les règles en vigueur. D'autres questions? Oui. Bonjour. J'aurais voulu savoir comment est-ce que, au début, vous avez parlé de plus de 600 000 professionnels de santé. Oui, une database. Et en fait, comment est-ce que vous arrivez à cette database? Est-ce que c'est les médecins qui s'inscrivent ou vous les contactez? La relation, parce que les médecins n'ont pas beaucoup de temps de s'occuper des réseaux sociaux. Non, ils n'ont pas de temps. Il faut être clair. Même quand on fait une étude avec les médecins, qui implique les médecins, on est obligé de faire du phoning derrière pour les inscrire. En France, à l'étranger, c'est différent. Aux États-Unis, en Angleterre, on a fait des études au Mexique. Top, tout de suite ils répondent. En France, je ne sais pas pourquoi, ils n'ont pas le temps. Donc on est obligé de faire un coup de phone derrière pour les inciter à... Alors pour l'inscription, c'est différent. Là, nous, on est des experts multicanal. Pareil, pour construire cette base de 650 000, on a mis en place un certain nombre de catcheurs, c'est-à-dire on a plein d'actions qui sont en cours au quotidien. C'est-à-dire qu'on a fait de la co-registration, on a fait de l'affiliation, et on a fait même un peu d'achat de base, pour être complètement transparent, et on a assimilé tout ça. Mais maintenant, 25% du renouvellement de la base se fait de façon naturelle. C'est-à-dire que les médecins, on a un annuaire, ils ont du trafic naturel par annuaire, et donc ils nous appellent ou nous envoient un mail pour nous demander de changer les coordonnées ou de rajouter leur nom. C'est de la publicité pour eux, c'est la seule façon qu'ils ont de pouvoir faire une communication sur... et donc ils font attention à ça. C'est une sorte de marketing pour eux alors d'avoir une visibilité sur Internet. Oui, sachant qu'ils savent qu'on est dans un environnement... Alors, Patients World, comme son nom le dit, on est très médical, très santé, mais vraiment santé. Si vous venez chez nous pour faire que du bien-être, genre sport, la jeune femme de 30 ans, super sportive, qui est jamais malade, n'est pas vraiment la cible, c'est pas vraiment ma cible. Moi, ma moyenne d'âge, j'ai oublié de vous dire dans les chiffres, je ne sais pas si je vous l'ai mis, mais elle a 54 ans, c'est plutôt une femme, parce que c'est elle qui décide pour le foyer. Les femmes sont vraiment dans ce domaine-là aussi très prescriptrices. Elle a généralement une moyenne de 3-4 pathologies, ou elle est intéressée par une moyenne de 3-4 pathologies. Donc on est vraiment... voilà, ils savent que les médecins vont voir, ils sont dans leur terrain. Alors vous parlez des médecins, mais dans les 150 000, je vais être très clair, ce n'est pas que des médecins. On a tout ce qui est paramédical, on a aussi même tout ce qui est service, donc taxi à la personne ou soins à domicile. Donc on a des fichiers assez larges. Et heureusement, parce que ça nous sert tous les jours, parce qu'on est interrogé, par exemple, sur les kinés. Là, on nous a demandé, faites-nous une petite étude sur les kinés, ce qu'ils pensent. Après, c'est les infirmières, pour Urgo, pour les pansements, d'une nouvelle gamme de pansements, etc. On gardera quelques autres questions pour la fin complètement. On va laisser la parole à M. Cotret, donc, qui va nous présenter les risques et les enjeux des réseaux sociaux. Bonjour à tous. Je n'ai pas besoin de ça.
Merci. Bon, pendant que la technique me sauve, vous dire donc, je suis ici donc au titre de la mutuelle d'assurance du corps de santé français pour vous parler d'enjeux et peut-être dans le côté négatif, vous m'en excuserez, mais sachant qu'en fait le discours n'est pas que les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui n'est pas bien, hein, loin s'en faut, mais par contre il y a des risques de dérive. Pour les professionnels de santé, je parle d'une expérience que nous avons maintenant depuis plus de 2 ans avec 55 conférences dans des hôpitaux, à la demande des directions des hôpitaux, compte tenu des dérives que l'on peut voir survenir par méconnaissance et sachant qu'un certain nombre d'hôpitaux sont eux-mêmes plus particulièrement gênés par ces sujets-là. Alors la question finalement c'est est-ce que les réseaux sociaux, pour les professionnels, et je dirais plus particulièrement hospitaliers, mais au sens large du mot hospitalier, est-ce que c'est quelque chose qui est incontrôlable? Est-ce que c'est incontournable? Est-ce que c'est indispensable? Moi j'ai envie de vous dire, maintenant que j'ai 45 ans, je veux dire d'activité professionnelle, que je fais partie des gens qui ont été un tout petit peu surpris un jour de voir la publicité du fax à la télévision. Ce truc qui permettait à l'autre bout de la France, en 15 secondes, 30 secondes, d'avoir le même document. Quand on se souvient qu'il y a quelques années, pour une photocopie, il fallait la faire certifier au commissariat. Donc les réseaux sociaux sont là. Ce sont les autoroutes de l'information, comme on les appelait il n'y a pas longtemps. Et évidemment, de la même façon que certains aussi, il y a 50 ans, étaient inquiets des autoroutes, il va falloir faire avec. Et le mieux, c'est de composer comme il faut. Alors on a, nous, 950 000 professionnels de santé chez nous, hein, sur les 2 millions, selon la manière dont on les compte. Et juste vous dire pourquoi on s'intéresse à ce sujet, pourquoi on a une fondation qui s'occupe de la relation patient-soignant. Parce que le sujet des réseaux sociaux dont je vais vous parler, c'est une question de relation patient-soignant, de relation de communication patient-soignant. Eh bien, dans 7 cas sur 10 des 3200 à 3400 dossiers de professionnels qui sont attaqués par des patients que nous avons chaque année, dans 7 cas sur 10, se pose un problème de communication, de mauvaise, d'insuffisante communication. 7 sur 10. De 2010 à 2014, bon, très bien, merci. Voilà, de 2010 à 2014, encore un petit chiffre, on a eu une augmentation du nombre d'atteintes à l'honneur ou de problèmes de droit à l'image, c'est-à-dire des sollicitations de nos sociétaires, multipliées par 3 sur les 4 dernières années. Nos sociétaires, professionnels de santé, nous ont sollicité nos services juridiques 3 fois plus qu'avant 2010. Et c'est en croissance permanente. C'est dire qu'effectivement, le nombre de fois où on peut avoir des dérives, là, c'est celle des patients dont je vous parle, mais rapidement, je vais vous en évoquer quelques autres. Voilà. Alors donc, pour le coup, nous, on s'est mis à essayer d'aider nos assurés et par là même les hôpitaux. Et on a édité 2 guides dont vous aurez chacun un exemplaire, qui sont ici. Certains peut-être les connaissent. Et ça fait donc maintenant depuis 15 mois que nous donnons des conférences dans les hôpitaux pour les aider. Et j'en suis aujourd'hui à 55 et il en est programmé jusqu'en octobre déjà 67. Et puis il en vient tous les jours 1 ou 2 de plus, toutes les semaines 1 ou 2 de plus, pardon. Donc, quelles sont les questions? La question, c'est de savoir, est-ce qu'on a des codes sur ces autoroutes? Est-ce qu'on a des codes? Comment bien se conduire? Alors, je fais partie des anciens, je vous l'ai dit, 45 ans d'activité, qui ont traversé l'Atlantique, anciens professionnels de santé, qui ont traversé l'Atlantique pour aller voir ce que faisaient les Québécois en matière de qualité.
Et alors, comme j'avais du mal à comprendre, non seulement parce qu'ils avaient un accent à couper le beurre, mais aussi parce que c'était un peu nouveau pour nous, les petits Frenchies. Quand je l'ai dit à un collègue, je comprends pas très bien ce que tu fais, il m'a dit, mais c'est normal parce que chez nous, on dit que rien qu'à voir, on voit bien, que dans le noir, on voit rien. Merci les Québécois pour cet éclairage. Je sais pas vous, mais moi, je vous parle de réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'en parle dans beaucoup d'endroits, mais je suis pas sûr de tout maîtriser, de tout comprendre. Incontournable, incontrôlable, indispensable, c'est bien la question. Pourquoi il faut s'en préoccuper dans les hôpitaux, cliniques et même dans le secteur libéral de ces réseaux sociaux? Alors si on parle des hôpitaux, c'est parce qu'il faut effectivement avoir les bonnes conduites, protéger les personnels, protéger les professionnels aussi, faire respecter les droits de l'hôpital, la réputation, etc. Donc en fait, on a un risque de dérive d'utilisation. Ce sont quelques slides de ces conférences que je vous passe rapidement, mais vous savez lire aussi bien que moi, voire mieux. Elles sont souvent inconscientes. Inconscientes quand elles sont produites, ou inconscientes dans les conséquences. Il n'y a pas 3 mois, si, il y a presque 3 mois, puisqu'on est le 1er juillet, il y a plus de 3 mois, juste vous dire qu'il y a une aide-soignante qui s'est suicidée. Alors c'est pas Facebook qui l'a suicidée, elle était suicidaire. Sauf que, comme tous les mois, elle va voir sa grand-mère à 80 km de l'hôpital où elle travaille, qui pendant tout le week-end hésite, puis finit par lui sortir la dizaine de feuilles imprimées par le fils du boucher du village d'à côté, donc c'est 80 km plus, lequel fils du boucher est un copain et a trouvé sur Facebook 10 bad buzz concernant cette aide-soignante, la traitant et la traînant plus bas que terre, de feignasse pour rester très poli. D'accord ? Donc elle est dépressive, elle est le mouton noir du service. Le choc pour elle, c'est qu'à 80 km pour sa grand-mère qui la porte au nu, elle est vraiment une moins que rien. Ça, c'est presque gentil. Inconscientes, elles sont fréquentes, beaucoup plus qu'on ne pense. Aujourd'hui, les hôpitaux le découvrent. C'est la preuve de leur demande de former le personnel aux bonnes pratiques. On n'a pas tous les chus aujourd'hui qui sont sur les réseaux sociaux. C'est comme si on disait, il y a des gens qui n'empruntent pas les autoroutes. Alors c'est vrai, il y en a encore qui préfèrent les petites routes, mais en tout cas, ils composent avec les autoroutes. Est-ce qu'il faut s'en abstenir? Et elles sont parfois préjudiciables. Je vous ai donné 1 ou 2 exemples, je vais vous en donner encore 2, 3 qui vont vous refroidir. Et pourtant, je crois aux réseaux sociaux, la MACSF croit aux réseaux sociaux, il y a de belles choses à dire. Certains responsables d'hôpitaux me disent, on n'y va pas parce que ici, c'est la mort et la maladie. Oui, pas que. Il y a la guérison. Il y a des belles choses qui se font à l'hôpital. On peut parler de certaines choses. Il ne faut pas forcément hésiter. Vous savez, j'ai l'impression de revivre Gutenberg, mais pour le coup, là, je n'ai pas assez d'années, ni d'exercice, ni de naissance, mais on a quand même voulu brûler Gutenberg. Je ne pense pas qu'il faille brûler les réseaux sociaux. Loin s'en faut. Alors, on en parle, on ne sait pas bien ce que c'est. Les dérives sont préjudiciables. Quelles dérives? Celle de l'atteinte au droit à l'image, à l'intégrité, au respect d'autrui, à l'obligation de service, au secret professionnel. Entre qui et qui ça se passe quand ça se passe mal? Ça se passe entre professionnels, exemple que je viens de vous donner. Ça se passe entre patients et professionnels, ça se passe entre professionnels et patients. Dans un sens comme dans l'autre. Mais ça se passe aussi par le visiteur. Ça se passe aussi par le fournisseur. Vous savez, la génération des natives digital, mais il y a aussi celle des têtes baissées. Et ce n'est pas que ceux qui sont nés avec le téléphone greffé, c'est tout le monde. Tout le monde est comme ça maintenant. Voilà. Sauf que, de temps en temps, clic. On passe dans un couloir, il y a un patient qui est nu, clic, et on balance. Ici, les patients sont nus et les portes ouvertes. Voilà le genre de message qu'on retrouve. À l'hôpital, machin, on trouve ça. Voilà. Donc, de la nécessité de fermer les portes, de ne pas laisser les patients nus. Enfin voilà, c'est aussi des sources d'amélioration des bonnes pratiques professionnelles. Alors, c'est aussi le début de la violence sur Internet. Ce côté catharsique. Je rentre chez moi et je balance sur ce qui s'est passé à l'hôpital dans la journée, sur les cadres, sur la direction, on n'a pas les moyens, etc. Je vais vous donner quelques exemples. Qu'est-ce qu'on craint? On vous l'a dit, c'est la question de la vie privée, le droit à l'image, et c'est face au droit de réserve. Et pourtant, et le secret professionnel. Je ne veux pas vous bassiner de droit, mais quelques éléments sur cette obligation du secret professionnel, qui n'est pas qu'une histoire de blouse blanche, qui n'est pas qu'une histoire professionnelle de santé, ça touche tout le monde.
à l'hôpital. Depuis l'accueil jusqu'au directeur, les blouses blanches, les cols blancs, les blouses bleues, tout le monde est tenu au secret professionnel. Et si j'insiste un tout petit peu quand on parle par exemple des infirmières, vous avez vu, le secret professionnel médical et puis celui des infirmiers, c'est que en plus les infirmières ont la charge de veiller à ce que les collaborateurs, notamment les aides-soignants, mais pourquoi pas les stagiaires, à respecter ce secret professionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, le stagiaire qui, pendant son stage, fait des photos de ses patients, et il balance ça sur Facebook. Il dit rien de mal, il dit, il est content. Mes patients pendant mon stage de psychiatrie, mes patients pendant mon stage de cardiologie. Juste, il n'a pas le droit. Il faut pouvoir l'arrêter, si je peux dire. Arrêter de prendre des photos, je veux dire. Le secret, c'est une obligation du professionnel, c'est un droit du patient. Ok. Se rappeler, par exemple, que la question du secret professionnel, c'est toujours une question qui est que c'est l'intérêt du patient qui va primer, mais je ne vais pas m'étendre longtemps. Et donc, on a effectivement la question de plein de lieux pour trahir le secret professionnel, et les réseaux sociaux en sont un majeur, avec un risque majeur de trahir le secret professionnel si on ne prend pas les précautions nécessaires. Quelques exemples rapides. On va du plus sympathique presque au plus terrible. Au nom de quoi je retrouve, moi, personnellement, une aide-soignante qui dit « j'en ai marre de faire des toilettes ». Elle a le droit de le penser, hein, personne ne va lui dire le contraire. Est-ce qu'elle a le droit de le balancer? Ah mais je l'ai mis sur mon mur, il n'y avait que mes 3 amis. Tu penses? Pas fermer les murs, ça se retrouve à 90 000 km, auprès de 90 000 personnes, environ en 1 minute. Cette nuit, j'ai envoyé bouler Paulette qui perd la tête. Est-ce qu'on a besoin de raconter tout ça là aussi? Et est-ce qu'on le dit en ces termes? Et puis est-ce qu'on s'en vante? Auprès de qui? 3e jour de stage, on monte dans l'horreur. On commence à dire le service du docteur Intel. Donc on commence à passer pas loin de la diffamation. On reviendra dans 2 secondes là-dessus. De pire en pire. On a eu Patrick aujourd'hui aux urgences. Il y a 4 animateurs qui s'appellent Patrick à la télé. Ah, décidément, pardon. Demain, fini les cours. On reprend les stages, on reprend les cours. Encore 2 mois à se taper Mélinda la lécheuse, sympathique. Et les profs débiles. Là, figurez-vous que depuis toute petite, elle voulait être maîtresse ou infirmière. Elle a arrêté sa scolarité moins de 2 mois avant la fin. Minuit, celle-là est un peu terrible. La réa est calme, on n'a encore plié personne, je vais pouvoir récupérer du week-end. C'est un jeune interne. Oui, attendez. Rigolez pas trop. C'est un jeune interne, c'est le meilleur copain de mon filleul, c'est pour ça que je connais bien l'affaire. Ils sont tous les 2 internes, il y en a un qui est en réa, l'autre qui est dans un autre service. Celui qui est en réa, il passe le week-end qui va pas bien parce qu'on est le 31 juillet, 1er août, etc. Il y a de la casse partout, d'accord. Donc ils ne répondent pas aux SMS de mon filleul et ses autres copains pour aller boire un pot le soir après le service. Le mardi, il reprend son service après s'être reposé une journée. Effectivement, tout va beaucoup mieux, c'est beaucoup plus calme. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce que fait tout le monde. Il dit « je vais bien ». Et la réa est calme. Pour que la réa soit calme, selfie. Et il faut scénariser. Et là, il y a 2 patients dans le lit. Juste le grand-père maternel de mon filleul qui lui répond dans les 15 secondes « j'espère bien que tu vas plier personne cette nuit ». Parce que le grand-père aux yeux bleus à la barbe blanche, c'est mon grand-père. Le jeune interne, copain de mon filleul, est arrêté depuis, dépression, tellement il s'est rendu compte qu'il était passé de l'autre côté du miroir. Vous allez vous souvenir que parmi les soldats qu'on a perdus dans les pays lointains, il y a un jour, un commandant, pas un bleu, 38 ans, selfie en haut d'un mont, où ils étaient en mission de pacification, en ayant repéré les talibans à 80 km, sauf que quand il a balancé ça sur Facebook à sa femme, « Bonjour chérie, je vais bien, je prends des couleurs, embrasse les enfants », 3 heures plus tard, guet-apens, 3 sont partis parce qu'ils n'étaient pas assez en alerte. Allez, d'autres comme ça. L'étudiant et sa galerie de portraits, je vous en passe, exclusion définitive. Monique, cadre en cardiologie, il y en a une qui dit « Attention, c'est une salope, n'y allez pas ». Voilà. Sympa aussi, dans le genre. On passe. Mieux, il y a une cadre qui a une équipe jeune et qui dit je mets le
le planning sur Facebook. Résultat des courses, vendredi soir, une semaine plus tard, il y a une jolie petite infirmière qui était attendue par un patient, qui l'a harcelé sur le parking. Rien que ça. Et puis il y en a une qui fait les transmissions, carrément. C'est-à-dire tout ce qu'on se dit entre quatre yeux, relevant du secret professionnel. Et puis il y a moins de 2 mois, dans l'Est de la France, il y a une infirmière de bloc qui filme pendant 2 minutes et qui balance ça sur YouTube, avec une phrase qui s'appelle voilà comment on opère ici. Il y a juste 3 chirurgiens, 2 anesthésistes et encore 50 personnes dans le bloc, personne ne dit rien. Pourquoi tu filmes, c'est pourquoi faire. Mais enfin, on se fait casser la gueule dans le métro sans que personne ne bouge, on est d'accord. La presse en a parlé, des aides-soignantes qui habillaient, pour ne pas dire déshabillaient les patients. Vous avez un anesthésiste qui trouve bien de faire des moustaches à son patient et qui balance ça sur Facebook. Vous avez la fameuse clinique qui met des photos pour du recrutement de personnel, moins d'1 heure après. Enfin, c'était juste dans 1 kilomètre autour de la clinique, hein, dans la ville. Mais ça a fait le tour du monde. Vous avez le CHU, le CHRU de Montpellier qui, avec la DRAC, parce que c'est pas eux qui payent, veut mettre une œuvre pour faire beau. Off, c'est à peine dans le journal que ça part sur Facebook. Et puis vous avez le lendemain, entre patients, la gentille copine de chambre qui supporte pas que l'une fasse la prière et qui balance et c'est repris par la presse. C'est juste pour dire la puissance du système. Et donc de ces risques et de ces dérives. Un petit guide, on va mettre à la disposition de tous ceux qui le veulent. Simplement, quand on a pris des précautions, quand on fait attention, quand on est dans le bad buzz, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on n'a rien. Il n'y a pas d'arsenal réellement, hormis effectivement le réglementaire, qui va permettre effectivement de sanctionner l'agent. Mais peut-être qu'il faut essayer d'abord de les prévenir, de leur rappeler leur obligation de réserve et le secret professionnel. Qu'est-ce que c'est que la rumeur quand même en 2 mots? Voilà, vous savez lire comme moi, hein, c'est des vraies histoires ou c'est des fausses, on les fait courir. Mais la question qui va se poser, si on veut en juger, c'est de savoir si c'est une critique, une injure ou une diffamation. C'est pas facile à qualifier et on n'est jamais très sûr. C'est in fine les juges qui peuvent le déterminer. Et une fois ils vont juger dans un sens, une fois dans l'autre, on le sait aussi. Il y a un effet tsunami, un effet Stogad, hein. C'est celui qui balance sur le net une quelconque information qu'il ne doit pas, surtout quand elle est effectivement désagréable. Mais elles sont pénalement, pour certaines, relevables, ces infractions et ces atteintes. Ce qui est important, c'est de bien qualifier le propos et de faire le juste recours. C'est pas aussi évident que ça. 3 exemples qui montrent la difficulté à qualifier la critique, l'injure ou la diffamation. Vous les avez, je vous les laisse lire. La différence est ténue, c'est très clair, sur le contenu qui est de l'ordre de la critique, avec ce qu'on peut faire, sur le contenu qui est de l'ordre de l'injure. On a juste upgradé un tout petit peu, on a commencé à citer quelqu'un et à qualifier le fait que c'est l'abattoir, donc il y a une qualification, c'est la différence avec l'exemple d'avant. Et puis vous avez ce qui va être effectivement de la diffamation, avec un fait précis, avec une personne identifiable, et effectivement une action pénale qui est possible, mais jamais gagnée d'avance. Bon, ça c'est le rappel aussi juridique sur la manière de poser la plainte pénale et éventuellement demander la suppression du contenu illicite. Alors pour conclure, attention, ça participe de cette violence à l'hôpital qui est quand même insupportable. Aujourd'hui les bleus et les rouges sont caillassés, mais les blancs aussi, hein, se font taper dessus, on ne sait pas pourquoi, hormis qu'éventuellement ça communique peut-être pas suffisamment bien. Et pourtant effectivement, les réseaux sociaux, ça peut être quelque chose de très beau, je le redis à nouveau. Mais en guise de recommandation, il faut savoir qu'on n'a pas forcément pris toutes les précautions pour inscrire dans les règlements intérieurs qu'on ne prend pas de photos, qu'on ne prend pas de son, qu'on ne peut pas diffuser, sauf à le faire avec des responsables de communication, avec l'accord de la direction, etc., de façon normée. Donc il est important de chasser les prises de photos et les prises de son sauvage. S'informer, se former au bon usage, détecter les mauvaises pratiques, ça permet aussi éventuellement de réajuster. Le jeune qui vient voir sa grand-mère et qui sort en disant la soupe est toujours trop chaude ou elle est toujours trop froide, ma grand-mère ne la mange pas, mais si on arrive à le capter, si on est en veille sur les réseaux sociaux,
Et si on a une page Facebook soi-même, c'est peut-être là que les gens vont venir poster plus que dans leur propre réseau. Voilà. Et en guise de conclusion, quand même, se souvenir que la CNIL est inquiète pour la première fois depuis le début de l'année. Ils l'ont signalé, hein, la coordinatrice, elle dit attention, il y a un souci. Juste si vous ne l'avez pas encore remarqué ou vu, c'est la e-réputation qui est devenue le premier motif de saisie de la CNIL, alors que l'année dernière c'était encore le fait de se retrouver dans des fichiers. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai sujet d'e-réputation, c'est ce dont je vous parle depuis quelques instants. Google a toujours la mémoire longue, hein, le droit à l'oubli, 70% n'ont pas de réponse, on est d'accord, merci Google. Et en guise de clin d'œil, il faut juste ne pas s'inquiéter parce que traiter son assureur sur Internet d'arnaqueur n'est pas forcément diffamatoire. Pour ce qui nous concerne, on essaye de bien se faire remarquer plutôt que de risquer d'être traité d'arnaqueur. Merci de votre attention. Donc moi, pour passer derrière, effectivement, c'est plus cas pratique, ce qu'on y fait, ce que je peux faire au quotidien, et comment un établissement de soins peut communiquer sur les réseaux sociaux. Donc effectivement, depuis déjà quelques années, on parle vraiment d'applications santé, télémédecine, objets connectés. On n'échappe pas effectivement à la révolution digitale, même si par rapport à d'autres secteurs d'activité, on a vraiment 10 ans de retard, sur l'industrie notamment. Et les médias sociaux en font partie. Ça a vraiment modifié vraiment la relation entre le public et les professionnels de santé, dont les institutions. Comme ce qui a été dit, effectivement, de plus en plus d'établissements sont présents sur les réseaux, principalement publics. Le privé est encore peu présent, même si depuis quelques mois ça a bougé. Mais la France est en retard par rapport notamment aux États-Unis, où il y a même un top 50 des meilleurs établissements sur les réseaux sociaux. En tête d'affiche, la Mayo Clinic et Cleveland Clinic, vraiment, qui ont des chiffres à faire pas lire tout établissement. Et même des sondages ont été faits pour dire que les Américains, le public en tout cas, c'est un facteur de choix par rapport effectivement à leur communication et leur visibilité sur les réseaux sociaux. Donc effectivement, de plus en plus d'importance de communiquer. La clinique Pasteur, ça fait à peu près 1 an et demi qu'on est sur les réseaux sociaux. Je ne vous dis pas que ça a été simple, effectivement, dès le début. Moi-même, personnellement, qui suis depuis déjà près de 6 ans à la clinique, c'est venu progressivement, puisqu'il y avait beaucoup de points forts et de points faibles à mesurer. C'est quand même important de communiquer sur les réseaux pour un établissement de soins. On touche à la santé des personnes. Et donc, il y a eu une année, pour moi en tout cas, de phase d'adaptation, pour me renseigner personnellement, parce que moi-même, même si j'avais l'air jeune, c'est pas du tout ma génération au niveau de mes études, les réseaux sociaux, je suis pas née avec ça. Donc j'ai pris du temps vraiment pour savoir si c'était utile, efficace, pour aussi bien en termes institutionnels, mais pour le public qui est derrière, de s'y lancer. Et effectivement, comme je disais, c'est un outil qui est assez jeune dans le secteur médical. Et on s'est dit, effectivement, il faut s'y lancer. C'est un outil simple, en plus d'utilisation, peu onéreux. Mais il fallait quand même réinventer le métier, sachant qu'en tout cas dans le privé, moi j'ai très peu d'homologues dans la région. Donc effectivement, j'ai dû aussi m'adapter et faire rentrer le community management dans ma fonction. Sur les réseaux sociaux, en règle générale, 3 axes, 3 objectifs ont été, qui concernent tous les établissements, après je ferai un focus sur Pasteur, ont été recensés. Donc c'est informer et conseiller les patients, les familles, l'entourage, communiquer bien entendu sur l'entreprise, sur l'institution et nos actualités, et entretenir un lien, être vraiment dans une dimension conversationnelle avec notre public qui est très large, puisqu'on a un public, en tout cas en ce qui concerne Pasteur, très varié, qui passe du grand public aux patients via les médias, via effectivement les tutelles aussi, on fait beaucoup de lobbying. En étant privé, voilà, on a aussi, surtout qu'en établissement privé, en plus on appartient à nos médecins, la clinique Pasteur. Donc vraiment on doit se démarquer sur le secteur et survivre. Et on a aussi un public interne qui est très important, je vais en parler effectivement après, mais c'est de là où le danger peut venir. Donc c'est pour ça qu'il y a tout un système de formation qui a été également mis en place. Donc comment on a fait à la clinique en tant que responsable de la communication? J'ai un plan de communication traditionnel qui est fait tous les ans. Et donc j'ai intégré effectivement à ce plan de com un plan de communication digitale, vraiment dédié au réseau, avec plusieurs objectifs. Donc là je balaye vraiment les objectifs
il y en a combien? Il y en a 5, 6. Développer notre visibilité, optimiser notre référencement sur le web, puisqu'effectivement ça fait remonter sur les pages Google notre référencement. Dynamiser notre réseau, on a beaucoup de parties prenantes pour un établissement de soins. Rendre la clinique plus humaine, c'est malheureusement la réputation qu'ont les établissements de soins des fois au niveau des patients, donc effectivement c'est pour humaniser l'institution. Devenir influenceur, la chance qu'on a à la clinique, effectivement, c'est qu'on a deux pôles de communication qu'on accentue sur les réseaux, qui sont du pôle innovation et le pôle développement durable RSE, et créer vraiment une relation de proximité avec nos fans, donc le public qui peut nous suivre. Parmi les cibles, j'en ai dit effectivement quelques-uns il y a quelques instants, on a tous les usagers, les médecins de ville, les médecins prescripteurs sont très importants, les institutions, associations de patients et d'usagers. Donc, ce qui nous concerne, les professionnels du développement durable, on a toutes les parties prenantes, fournisseurs, prestataires, les médias et bien entendu l'interne. Alors, on s'est lancé sur 4 réseaux. C'est beaucoup effectivement pour un lancement, mais on a dit qu'il fallait une complémentarité dans les supports. Donc on a choisi 4 réseaux avec des cibles et des objectifs bien particuliers, bien différents. Donc premièrement Twitter. Dans un premier temps, c'est sur Twitter beaucoup pour du lobbying, donc vis-à-vis des professionnels. Nous avons mis effectivement en place Facebook également, donc plus pour le côté friendly avec le public et les patients. Et l'interne aussi, quelques internes nous suivent. YouTube, puisqu'on a la chance, et pour nous c'est un outil de communication qui est très viral, et donc on a mis une chaîne dédiée à la clinique Pasteur sur YouTube avec des thématiques. Et Scoopit, c'est une petite start-up, je ne sais pas si tout le monde connaît Scoopit, c'est encore pas tout à fait connu. C'est une petite start-up toulousaine qui a lancé cet outil de curation qui nous permet d'avoir un éventail de possibilités. Je vais vous les détailler juste après. Alors pourquoi Twitter? Donc parmi les objectifs, 2 angles, s'informer et s'exprimer, exister, sur la toile notamment. Donc s'informer, c'est un outil de veille pour nous, on fait de la veille, on essaie de suivre le secteur, on se suit mutuellement avec les CHU, les autres établissements, mais pas que. Les événements, effectivement, on aime bien live tweeter effectivement quand on participe à des événements divers et variés. Et pourquoi pas interagir avec les personnes qui nous suivent et qu'on suit. Pour exister, donc comme je vous dis, un établissement privé, il faut se démarquer vraiment sur les réseaux puisque les gens y sont. On parlait de e-réputation tout à l'heure. Si on n'y est pas, c'est pas pour autant qu'on parlera pas de nous. Donc autant y être et gérer notre e-réputation, être présent. Et donc faire connaître nos expertises, puisqu'on a vraiment un éventail, on a la chance d'avoir un éventail d'expertises diverses et variées. Je vais peut-être me connecter, si je vais vous montrer Je vais me connecter à Twitter. Twitter, c'est le premier des médias sur lequel on s'est lancé. Dans un premier temps, c'était plus du domaine du lobbying, c'était pour suivre les institutions et les tutelles, pour voir et communiquer sur notre activité. Et petit à petit, on a vraiment développé les cibles vers qui on allait tendre et qui allait nous suivre surtout. Puisque c'était un pari, hein, vraiment en toute sincérité, c'était de savoir si ça allait fonctionner. On n'est pas un CHU, on n'a pas toutes les spécialités médicales, on n'a pas des spécialités comme l'obstétrique, la maternité, la pédiatrie, donc des choses qui plaisent un peu plus des fois au public. On est 2 pôles d'excellence qui sont la cardiologie et la cancérologie. Donc c'était des thématiques notamment plus techniques. Donc on s'est dit, est-ce que les gens vont nous suivre et il va y avoir tout un réseau qui va se constituer autour de nous. Le bilan, effectivement, c'est que oui. On est d'accord, on n'a pas autant peut-être que les CHU, dont les leaders comme Amiens notamment, ou Angers, mais on a un public qui nous suit et petit à petit ça grandit. Tous les mois ça grandit, toutes les semaines ça grandit en fonction de l'actualité qu'on met. Aujourd'hui on est à près de 1300 followers. On tweet une cadence à peu près journalière de 6 tweets à peu près par jour, qui sont relayés via Scoopit, que je vous expliquerai après. Le risque, je ne sais pas s'il y a des communicants dans la salle, c'est que c'est très chronophage. Donc c'est effectivement le matin beaucoup de temps. Donc ce que je me fais, c'est que je me fais accompagner d'une Contra Pro qui m'aide là-dessus. Mais après, on s'y prête. Moi, je me suis prête au jeu. Et à vrai dire, c'est vrai que je ne passe pas une journée sans tweeter, sans regarder ce qui se passe sur les réseaux. Le compte de la clinique, là vous voyez, par rapport au nombre, effectivement, depuis 1 an et demi, on a tweeté près de 2500 fois. Le nombre de personnes qu'on suit, le nombre de personnes qui nous suivent. Également, on a créé des listes pour permettre, notamment pour les RP 2.0. Je procède effectivement des contacts avec les journalistes avec le compte de la clinique pour les solliciter à des conférences de presse ou à des événements. Et ça permet de faciliter le travail via des listes qui ont été constituées.
Là notamment, donc c'est des... Là, c'est ce qu'on a posté aujourd'hui, qu'on a retweeté, qu'on a posté directement depuis notre compte. Et après, par rapport à Timeline, voilà tout ce qu'on peut suivre. Et puis, donc, on essaie de relayer des informations qui sont aussi bien locales pour le public de Toulouse et des thématiques, effectivement. Voilà, on a gardé 2 thématiques qui sont l'innovation et tout ce qui est développement durable RSE, pour pas trop comment dire, que le public en fin de compte qui nous suit soit pas aussi perturbé par la masse d'informations qu'on peut mettre. Pour l'instant, la santé, on n'a pas mis de conseils santé, ce genre de choses, où on publie vraiment quand c'est innovant pour nous et technologique. C'est un choix stratégique tout simplement. Tous les ans, on revoit notre copie et on voit vers quoi on veut se développer. Et donc sur 2015-2016, on va essayer effectivement de faire beaucoup plus de relais via notre page Facebook avec des conseils santé, des relais par rapport à nos spécialités. Quel est le profil de vos abonnés? Le profil C'est des patients? Il y a de tout. Il y a de tout. Effectivement, au début, comme je vous disais, on est parti sur du lobbying. On sait que beaucoup plus nos parties prenantes qui ont commencé à nous suivre, puisqu'on a commencé à les suivre. Et effectivement, pareil, les CHU et le secteur de la santé. Et petit à petit, voilà, on s'est ouvert par rapport aux messages qu'on a pu mettre. Les gens ont commencé à nous suivre, et aussi bien en interne, on a des médecins qui nous suivent et vice-versa. Et on commence effectivement à avoir des patients, des associations. Voilà, ça développe. Après, des patients, effectivement, c'est pas encore... c'est plus pour nous Facebook, en fin de compte, vraiment le support. Twitter, c'est vraiment des professionnels, après, mais qui sont potentiellement des patients aussi. Donc, voilà. Professionnels extérieurs, bien sûr, enfin, au public interne. Et sur Facebook, ça ne vous gêne pas d'aborder des thématiques santé et de outer les patients? Ça vous dérange pas? Et deux, pardon, je peux redire. D'outer les patients. C'est-à-dire que vous parlez avec Madame Géraldine Durand de son cancer du sein. Pour l'instant, on n'est pas tombé dans vraiment une dimension conversationnelle. Oui, mais donc il n'y a aucune interactivité sur Facebook? Si on commence à avoir des conversations, mais c'est beaucoup plus en message privé, on n'a pas encore vraiment effectivement de relation. On n'est pas rentré encore, comme certains CHU, dans une dimension conversationnelle. Pour l'instant, c'est nous qui avons injecté de l'information. Voilà. Donc des conseils santé. Après, on a eu des retours patients divers et variés, comme notamment effectivement c'est du domaine surtout quand ils étaient en interne, on a un problème de Wi-Fi, donc ils passent par Facebook, ils appellent même pas la responsable de service. Notamment des personnes également qui nous ont envoyé des messages. À titre d'exemple, je dois voir monsieur Untel, ou j'ai envie de prendre rendez-vous avec l'anesthésiste, qui dois-je contacter? Je dois me rendre chez vous, où est le parking? Vous voyez, ce genre de choses. Après, bloquer l'interactivité donc de la page? Ou alors, puisque vous êtes en message privé? Non, du tout. Donc s'il parle par exemple qu'il est en cardio et qu'il a un problème de Wi-Fi, vous faites quoi? On réagit derrière. Donc vous adoptez les patients. C'est ce que je vous dis. Vous avez une politique vraiment étrange. Enfin, je trouve ça bizarre. Non. C'est ce que monsieur disait tout à l'heure. Si le patient il est sur Facebook, il s'appelle, je m'appelle Denis Grand, je suis sur Facebook. Je vous dis, je suis en cardio, mon Wi-Fi ne marche pas. Mais tout le monde sait que je suis en cardio. Mais c'est lui-même qui a posté le message, donc... Vous c'est lui-même qui est responsable du poste. Mais non, je ne l'encourage pas à faire. C'est sur leur page. C'est lui qui est libre de poster ce qu'il... C'est la liberté aussi, s'il a envie de poster. Après, par contre, on a une charte, je vais passer à Facebook, on a une charte d'utilisation sur Facebook, on a mis effectivement que tout patient, tout public peut lire, en disant effectivement qu'il n'y a pas de nom de médecin, évitez de mettre votre nom, et certaines effectivement qu'on puisse effectivement cacher le message si ça peut porter à controverse par rapport à l'établissement ou au patient. Mais c'est lui-même qui le poste, donc Après, si dans le médecin, effectivement, on se donne le droit de cacher ou dans le message, ça c'est une charte vraiment qu'on a mise en place pour éviter tout débordement. Après, si le patient dit je suis dans la chambre 230 et j'ai un problème de Wi-Fi, c'est son choix de le marquer. Je n'ai pas du tout imposé quoi que ce soit, ni obligé quoi que ce soit. Je ne vais pas le cacher non plus. On verra avec M. Gautret après ce qu'il en pense. Après, sur Facebook, on a encore vite fait balayer, mais bon, positionner la clinique durablement dans l'esprit des internautes, être présent auprès des usagers en dehors du lieu physique, proposer des conversations et solliciter des internautes. 3 thématiques de contenu fonctionnels. On va effectivement poster par exemple de la vidéo pour voir la chambre en 360 degrés. Les articles de presse, ça fonctionne très bien quand on parle effectivement de la clinique, de rajouter des articles. Du contenu émotionnel, on essaye de mettre en place avec le public interne, donc ça effectivement c'est aussi par rapport à l'impact des réseaux sociaux en interne,
c'est difficile, très difficile de mobiliser le public interne. Nous, en tout cas, Pasteur, on est 1300 sur le site, très peu sont sur les réseaux sociaux. Sur les médecins, sur 170 médecins, j'en ai concrètement même pas 10, je crois, qui sont présents, qui sont actifs, notamment j'en ai 2. Mais par contre, j'ai essayé de tirer la ficelle de ceux qui étaient actifs et ceux qui étaient présents pour qu'eux-mêmes soient porte-parole et crédibilisent l'information. L'avantage qu'on peut avoir, c'est qu'on a un établissement de soins, que tout est vérifié. Moi, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas crédibiliser l'information, mais je m'appuie sur les personnels soignants ou les médecins quand je poste une information qui soit du domaine médical. Après, du contenu qui valorise les fans de la page, donner envie aux internautes effectivement de réagir et témoigner sur leur expérience. Après, je ne dis pas, vous pouvez, vous faites, partager des contenus auprès de leur communauté et apporter une réponse systématique aux questions et aux commentaires des internautes. On s'engage effectivement sous 48 heures à répondre à toute demande, toute sollicitation sur internaute. Au niveau de YouTube, donc un fort outil de communication qui est très simple à la mise en place et qui marche très très bien, qu'on puisse relayer effectivement après sur Twitter et sur Facebook au niveau de la vidéo. Ça touche un grand public en règle générale. Dynamiser les réseaux, créer du trafic, provoquer de la viralité. Donc ça je l'ai dit, le référencement, les valeurs, des thématiques effectivement en lien à chaque vidéo. On crée des web-séries qui nous permettent notamment sur les actions RSE qu'on met en place, sur des technologies au niveau médical. Je passe vite, j'ai l'impression. Donc là, notamment les dernières qu'on a pu poster. Donc Scoopit, j'ai mis la définition de l'outil de curation, je vous laisse la lire si vous ne connaissez pas. Nous, on s'en sert pour réinjecter de l'information. C'est pas tout le temps nous qui injectons de l'information, mais il y a de l'information qui passe sur la toile qui est très intéressante et on juge qu'elle est pertinente et elle est tout à fait en adéquation avec nos valeurs. On la réinjecte sur Scoopit par rapport à différents topics. C'est comme des magazines si vous voulez. On en a plusieurs d'ouverts, notamment sur le côté innovation et e-santé, télémédecine et e-santé, sur développement durable RSE. On en a ouvert certaines sur certaines spécialités comme l'ophtalmologie, la cardiologie. Et dès que, par rapport à la veille, puisqu'on suit des personnes, c'est comme Twitter, on suit des personnes sur Scoopit, dès que l'information nous paraît pertinente, on la réinjecte pour que la communauté, le réseau s'agrandisse et que l'information atterrisse dans le plus de personnes possible. Donc de la veille, on s'en sert également en interne, on s'en sert pour une newsletter interne, c'est très pertinent aussi pour être réactif mensuellement et diffuser en zéro papier mais en numérique par mail à tous nos salariés, tous nos médecins de l'information qui émane aussi bien de la clinique que de l'extérieur. Donc la cible, tout le monde n'y est pas, encore établissement de soins, ils sont très peu à ma connaissance, mais pour nous c'est un outil qui est vraiment très, très utile au quotidien. Ça fonctionne comme ça, en fin de compte, ça c'est notre page. Là, c'est des topics, c'est des magazines, en fin de compte, où dedans vous trouvez de l'information et automatiquement ça relaie vers le site source. On ne switche pas, bien sûr, le site source, ça ne rapporte pas sur le site de la Clinique Pasteur. C'est vraiment... Bon, en quelques chiffres, par rapport au retour qu'on a, on est plutôt satisfait des résultats depuis 1 an et demi. Et on ne va pas s'arrêter là. Pour nous, c'est un pari gagnant et je pense que ça peut aller encore plus loin. Effectivement, dans un push peut-être, pour nous, une dimension conversationnelle, pourquoi pas, avec notre public.